Jean-Marc Daniel. Oui, si on veut voir les ordres de grandeur, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que la SNCF, ça dépense 24 milliards d'euros par an. Sur ces 24 milliards d'euros, les usagers qui paient leur billet rapportent 7 milliards. L'État apporte 7 milliards et les collectivités locales apportent 7 milliards aussi. C'est-à-dire que le pouvoir des plus directement... 3 x 7, 21. Oui, et les 3 milliards de différence, c'est RFF, c'est le réseau qui gère les rails qui paie à la SNCF. Alors il y a un rapport entre RFF et la SNCF qui est absolument invraisemblable. C'est-à-dire que la SNCF paie 3 milliards grosso modo de péage à RFF et RFF paie 3 milliards à la SNCF pour entretenir les voies sur lesquelles passe la SNCF, pour lesquelles elle va finir par payer un péage. Donc il y a une espèce de entrée et sortie, ça part dans un sens et ça repart dans l'autre. C'est-à-dire que l'État, c'est 7 milliards, et sur ces 7 milliards, vous avez 2,5 milliards qui sont au titre du régime de retraite, donc ils ne correspondent pas à la réalité de la vie quotidienne de la SNCF. Donc concrètement, le principal interlocuteur de la SNCF dans la vie quotidienne de la SNCF, ce sont les régions. Dans diverses, l'État n'a jamais apporté... L'État, c'est nous, donc de toute L'État, façon, c'est le contribuable. Oui. Il y a un partage entre l'usager et le contribuable. Et donc on a laissé s'accumuler dans le réseau SNCF, c'est-à-dire SNCF plus RFF, qui est l'entreprise qui gère les voies, un certain nombre de déficits qui se sont concentrés sous forme de dettes. L'ensemble du réseau, de l'ensemble du système ferroviaire français a 40 milliards de dettes. Et donc ces 40 milliards de dettes, ils consacrent autant à payer sous forme d'intérêt qu'à l'entretien des voies. Emmanuel Le Chiffre. Et donc il faut remettre les pendules à l'heure. À un moment donné, il faudra payer à hauteur des besoins, demander un effort à la collectivité publique pour remettre ce réseau en état et pour refaire les investissements dont on a besoin. Oui, parce que la réalité qui n'est pas très agréable à entendre pour l'usager, et notamment l'usager de banlieue parisienne, c'est que ce qu'il paye tous les mois pour son transport est très inférieur au coût réel de ce transport. Parce que quand vous mettez la carte orange, alors ça s'appelle plus la carte orange, la carte Navigo. Quand vous mettez les 5-6 zones à 120 ou 130 euros, même si ça vous paraît très cher à chaque personne à débourser chaque mois, le coût que ça représente pour la SNCF est très supérieur à ça. Et donc, effectivement, il y a une déconnexion quand même entre le service rendu, et on voit que comme à chaque fois qu'il y a une déconnexion entre la qualité et le service rendu et son prix, eh ben, il se passe exactement la même chose que pour la santé, par exemple. Vous voyez que vous avez des sommes qui ne correspondent plus, vous ne mettez plus en face des recettes et des dépenses, et donc vous avez un service qui se dégrade, et personne n'est content. Et alors là, vous tourniquez pour nous dire quoi depuis 10 minutes? Qu'il faut s'attendre de toute façon à ce que ça coûte plus cher, à ce que les contribuables payent plus? Enfin, non, à mon avis, non. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a il faut le dire, le service, le chemin de fer va être ouvert à la concurrence pour ce qui est des réseaux régionaux à la fin de l'année, là. Alors je ne sais pas si la Deutsche Bahn ou les chemins de fer suisses vont venir circuler en Bretagne, mais il y a quand même c'est pour ça que c'est grave ce qui se passe, me semble-t-il, à la SNCF, c'est que l'ouverture à la concurrence va faire que la SNCF va vite se retrouver, si cette concurrence fonctionne, elle va se retrouver dans une situation, une posture plutôt délicate. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fonctionne encore, mais c'est pas vrai qu'à la SNCF, c'est vrai dans beaucoup, et le mot a été donné tout à l'heure, le service public à la française tel qu'il existait au XXe siècle. Est-ce qu'il peut encore fonctionner comme ça au XXIe siècle, alors que l'État n'a plus beaucoup d'argent et que ceux qui font fonctionner ce service public demandent sans arrêt des moyens supplémentaires? Donc là, il y a une équation que personne ne sait résoudre. C'est vrai dans l'éducation nationale, c'est vrai dans les transports, et c'est vrai dans d'autres secteurs d'activité, qui sont les services publics. Alors justement, après cette intervention, nous allons vous évoquer maintenant des trains pas comme les autres, et qui sont présentés comme plus rapides, plus fiables et moins chers. Le problème, c'est que ce n'est pas pour nous, les passagers, mais pour le fret. Libéralisé depuis 2006, la SNCF a dorénavant 7 concurrents, et la plupart des entreprises clientes se disent extrêmement satisfaites par la rapidité et la ponctualité. Décidément, Guillaume Pépi a des soucis à se faire, même s'il conserve 93% du trafic. Reportage sur le fret privé avec Laurent Di, Mathieu Moureau et Dominique Lemarche. Inutile de chercher le logo de la SNCF sur ce train qui prend son chargement en pleine Beauce. Les wagons appartiennent à une entreprise agroalimentaire. La locomotive à une société privée qui depuis 2006 a pris pied sur le réseau ferré français. Dans 2 jours, c'est ici que le train viendra décharger son fret. En l'occurrence, des céréales pour cette usine qui fabrique de l'aliment pour bétail. Les convois arrivent au rythme de 3 trains par semaine. Le reste est acheminé par camion.
Alors ce qu'on peut dire, là, c'est quand on voit la taille de l'usine, la dimension de l'usine, qui est une usine qui produit à peu près 2000 tonnes jour, quand on voit un camion comme ça, qui va amener 25 tonnes de charge utile, c'est un fourmi par rapport à la taille de l'usine. Ça, c'est un camion qui vous amène la matière première, c'est ça? Oui. Ça contient combien? 25 tonnes de matière utile, à peu près. Ça fait tourner l'usine pendant combien de temps? Quelques secondes. Le camion n'est donc pas une panacée pour cette société. Les opérations de manutention sur une unité d'un train de 1300 tonnes sont beaucoup plus simples qu'avec une somme de camions. En l'occurrence, il faut 50 camions pour faire l'équivalent d'un train. Depuis le début 2007, nous avons passé un accord avec un opérateur privé qui nous permet effectivement de faciliter l'approvisionnement par train, de monter la productivité de l'approvisionnement par train. Ce n'est donc pas la SNCF qui leur a fait préférer le train. Leur nouvel opérateur a tout simplement divisé par 10 le temps de transport, 2 jours seulement pour parvenir sur ces docks de déchargement. Par le passé, nous étions à des délais d'approvisionnement qui dépassaient parfois les 20 jours. Pour faire 300 km. Pour faire 300 km, c'était fréquent et ça nous a conduit à carrément arrêter le train, cesser le train à cette époque-là. Pour une industrie comme ça, c'est pas possible pour vous? Pour une industrie comme ça, c'est pas possible. Cette usine, c'est 2000 tonnes jour. C'est de l'aliment pour bétail. Le bétail, c'est du vivant. Ça mange tous les jours comme nous, les humains. Et le bétail, il est destiné à l'alimentation humaine après. C'est du flux tendu. Voilà, on est obligé de travailler de cette manière-là. Et il nous faut maîtriser l'approvisionnement, les délais d'approvisionnement. Sans compter, nous dit-on ici, les convois égarés par l'entreprise nationale de chemin de fer. La direction du groupe alimentaire est donc allée voir ailleurs pour pouvoir continuer avec ce mode de transport. L'implantation de cette usine a été décidée en fonction de la proximité de la voie ferrée. Nous avons été propriétaires jusque 5 trains, c'est-à-dire une centaine de wagons trémies pour transporter les céréales. Mais progressivement, nous les avons revendus, eh bien parce que la SNCF n'était pas régulière dans le trafic, pas fiable. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas à la SNCF pour vous? La SNCF est une administration. Chacun est dans son métier, c'est une succession de corporatisme, les gens se passent des messages, mais les trains passent beaucoup plus de temps, 10 fois plus de temps à stationner qu'à rouler. Des wagons qui attendent d'être tirés, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en trouver. En gare de triage, à Rennes par exemple. En tout, 7 compagnies privées se sont lancées dans l'aventure depuis la libéralisation du fret en 2006. Aujourd'hui, elles représentent 7% du total des cargaisons ferroviaires. On leur reproche de ne s'intéresser qu'au fret le plus rentable, et pourtant, au final, le client fait des économies. Oui, je ne vais pas dire non, oui, c'est nettement mieux. Mais les raisons sont simples. Un train qui fait une rotation en 2 jours a une meilleure productivité qu'un train qui fait une rotation en 20 jours. Donc vous pouvez bien penser que l'immobilisation matérielle, le financement de la matière, ainsi de suite, n'est pas le même. Le prix de revient n'est pas le même. C'est comme un stock sur roue en fait, quand ça reste 20 jours. Bien entendu, il faut le payer, il y a bien quelqu'un qui le paie, et c'est effectivement l'industriel. Nous sommes le client qui payons. La libéralisation du trafic de voyageurs est prévue pour 2010. Mais quoi qu'il arrive, le gouvernement ne prévoit pas de privatiser les rails, qui restent la propriété de Réseau Ferré de France et qui sont entretenus par la SNCF. Dans les années 80, les Anglais avaient fait le choix inverse. Tout le secteur avait été privatisé, avec quelques catastrophes à la clé. Un usager doit tout supporter, un client peut choisir. À quand la concurrence, nous dit un téléspectateur? Eh bien, janvier 2010.